Alors aujourd'hui, on va parler d'espaces vectoriels isomorphes et des caractéristiques et propriétés qu'ils confèrent aux applications linéaires qui y sont définies. Alors déjà, vous l'avez peut-être remarqué dans le titre, il y a le mot d'isomorphe. Voilà, ce terme, normalement, vous fait penser à un autre terme que vous connaissez bien, c'est celui d'isomorphisme. Et ce n'est pas pour rien, évidemment, puisque les deux notions sont intrinsèquement liées. Alors pour rappel, un isomorphisme, qu'est-ce que c'est? C'est une application linéaire bijective. Attention, ça n'est pas forcément un endomorphisme. Si jamais vous êtes face à un endomorphisme bijectif, alors là, vous serez face à un automorphisme. C'est le stade ultime, entre guillemets. Là, on est juste face à une application linéaire bijective, ce qui est déjà pas mal. Mais qui dit application linéaire dit nécessairement espace vectoriel. Donc d'abord, on va représenter un espace vectoriel de départ E, sous la forme d'un sac à patates, et puis un espace vectoriel d'arrivée grand F qui n'est pas forcément égal à E, puisque l'application linéaire qu'on va définir n'est pas nécessairement un endomorphisme. Encore une fois, c'est juste, entre guillemets, une application linéaire. Et cette application linéaire, la voici, on l'appelle F. Donc c'est-à-dire qu'il y a des vecteurs qui sont dans E, elle va associer des vecteurs qui sont dans F. Voilà, comme ceci, x est un vecteur de E et f de x est un vecteur de f. Ne surtout pas oublier que f de x est aussi un vecteur, et que x et f de x peuvent être vraiment de nature quelconque. Donc, vous pouvez avoir des matrices, vous pouvez avoir des suites, des fonctions, tout ce que vous voulez, du moment que vous êtes face à des vecteurs d'un espace vectoriel de référence du cours. Et la notion d'isomorphe dans tout ça, on y vient. Parce que là, il faut rajouter quelque chose pour f, pour que ce soit un isomorphisme, c'est son caractère bijectif, nécessairement. Être bijectif pour f, ça veut dire que f-1 existe. Et f-1, qu'est-ce que c'est? C'est l'application réciproque de f, c'est-à-dire que son espace de départ c'est f et son espace d'arrivée c'est e. Voilà, on switch l'espace de départ et d'arrivée pour f-1. Ça veut dire qu'il y a des vecteurs de grand f, et ben f-1 va associer des vecteurs de e. C'est aussi simple que ça. Et là, dans ce cas-là, si f est une application linéaire et qu'elle est bijective, ça veut dire que f-1 existe, ça, il faut bien l'avoir en tête. Ah, c'est très important de dire qu'une application linéaire est bijective, c'est équivalent à dire que f-1 existe. Parce qu'il y a plein d'applications linéaires qui ne sont pas bijectives et donc qui n'admettent pas d'application réciproque. En tout cas, si on est dans ce cas-là, on peut dire que f est un isomorphisme. Eh ben, je vous le donne dans le mille. Si jamais on est face à cette situation, c'est-à-dire qu'il existe une application linéaire bijective d'un espace vectoriel E dans un autre espace vectoriel F, c'est-à-dire que f-1 existe, etc., eh ben, ça veut tout simplement dire que E et F sont isomorphes. Et voilà, c'est ça la définition. Et on comprend le lien entre isomorphe et isomorphisme maintenant, puisque si jamais il existe un isomorphisme de E dans F, alors E et F sont isomorphes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple, pas tellement. Parce que pour que ce truc-là fonctionne, et ça va être une conséquence justement de cette définition, eh ben il faut nécessairement, et c'est même un si et seulement si, eh ben il faut nécessairement que E et F soient de même dimension. Sinon, c'est pas possible cette histoire. La preuve se fait très bien, elle est très intéressante d'ailleurs, mais ça se sent un petit peu si on revient à la notion de bijectivité, et si on se souvient de ce que ça veut dire, c'est que tous les éléments de l'espace d'arrivée ont un unique antécédent par f dans l'ensemble de départ. Ça veut dire pour f d'être injective et surjective. On va pas faire la démonstration ici, mais c'est intéressant. En tout cas, ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est cette définition, mais peut-être aussi et surtout, ça voilà, E et F sont isomorphes si et seulement si c'est une équivalence. La dimension de E est égale à la dimension de F. Et dans les exercices, le plus souvent, c'est ça ce qu'on va utiliser, l'égalité des dimensions. C'est-à-dire que si jamais E, là, il est de dimension 2 et que F, là, il est de dimension 3, E et F ne sont pas isomorphes. Et par exemple, si vous prenez R2 pour E et R3 pour F, R2, donc le plan est de dimension 2, R3, l'espace est de dimension 3, E et F ne sont pas isomorphes, parce qu'ils ne sont pas de même dimension. On ne peut pas définir un isomorphisme qui va de R2 dans R3. Voilà. Et ça se prouve, on le fera peut-être dans un exercice. En revanche, très intéressant, si pour E, cette fois-ci, on prend M3,1 de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices à 3 lignes et une colonne, et pour F, on prend R3, et ben là, E et F sont des espaces vectoriels différents, mais de dimension égale. Parce que là, on est de dimension 3, là aussi, on est de dimension 3. Pas de problème, E et F sont isomorphes. Pareil, si pour F, on avait pris R2 de X, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes avec un degré inférieur ou égal à 2. Parce que cet espace vectoriel, il est de dimension 3. Certainement pas 2, puisqu'on se souvient, la base canonique de R2 de X, qu'est-ce que c'est? C'est bien 1x carré, donc ça veut bien dire que dans toutes les bases de R2 de X, vous avez bien 3 vecteurs. Et donc la dimension de R2 de X, c'est 3, exactement comme pour M3,1 de R. Et donc là, il n'y a pas de problème, E et F sont isomorphes. Remarquez aussi que ça fonctionne pour des espaces vectoriels de dimension n. Là, si jamais vous prenez pour E R puissance n et pour F Mn1 de R, pas de problème, les deux sont de dimension n, ils sont donc isomorphes. Et donc nécessairement, tout espace vectoriel de dimension n est isomorphe à R puissance n ou à Mn1 de R. Ça, ce sera très intéressant pour certains exercices. Mais attention, chose très importante, on est dans le chapitre des espaces vectoriels de dimension finie. Donc si jamais pour f, vous prenez R de x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes à coefficients réels, mais avec un degré quelconque,
et bien là on n'est pas du tout face à un espace vectoriel de dimension finie, parce que ça n'est pas possible de fournir une base de cet espace vectoriel avec un nombre fini de vecteurs. En gros, si vous n'indiquez pas ici le degré maximal que vous pouvez atteindre, vous pouvez avoir tous les degrés imaginables. Et donc là, ce serait complètement hors sujet de parler de cet espace vectoriel qui n'est pas de dimension finie quand vous parlez de la notion d'isomorphe. R puissance n par exemple n'est absolument pas isomorphe à Rx. Donc voilà, on pourrait tout à fait dire que ça mange pas de pain et que c'est pas tout à fait révolutionnaire cette notion, ni que ça aide vraiment. Voilà, dire que deux espaces vectoriels sont isomorphes, bon, leurs dimensions sont égales, bon, c'est juste une définition. Oui, mais en fait, ça c'est extrêmement pratique. Parce que si jamais vous avez E et F qui sont isomorphes, c'est-à-dire que leurs dimensions sont égales, et bien alors là c'est jackpot parce que l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité sont équivalentes. Voilà, ça c'est un petit trésor. Si jamais vous avez deux espaces vectoriels isomorphes, donc c'est-à-dire qu'ils ont la même dimension, et que vous définissez une application linéaire de E dans F, et bien vous avez l'équivalence entre bijectivité, injectivité et surjectivité. Donc imaginons par hasard un exercice qui vous demande montrer que F est une application linéaire bijective. Bon alors déjà il faut démontrer la linéarité, ça on sait faire, mais on se dit, ah zut, démontrer la bijectivité, ça veut dire montrer l'injectivité et démontrer en plus la surjectivité. Ça fait deux tâches quand même. Or, si jamais on remarque, et on l'écrit bien à la rédaction, que la dimension de notre espace vectoriel de départ est égale à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, c'est-à-dire que nos deux espaces sont isomorphes, eh ben on peut dire démontrer que F est bijective, c'est la même chose que démontrer que F, par exemple, est injective. Et le truc, c'est que ça, c'est super facile à faire. Démontrer qu'une application linéaire est injective, ça revient à faire quoi? Ça revient à démontrer que son noyau est réduit au vecteur nul. Enfin, si jamais vous réussissez à prouver que le noyau d'une application linéaire est réduit au vecteur nul, attention, ça ne veut certainement pas dire qu'il n'y a rien dans le noyau. Ça veut dire que là, car de F, bon, c'est un sac à patates, hein, il y a des accolades, mais il n'y a que le vecteur nul à l'intérieur. Hein. Et attention, ça n'est certainement pas le réel 0, c'est le vecteur nul. C'est-à-dire que si jamais E, votre espace vectoriel de départ, c'est un espace vectoriel de matrice, et ben ça, ce sera la matrice nulle, hein, très important. Donc en tout cas, si le noyau de F est réduit au vecteur nul, ça veut dire que F est injective, et si en plus vous avez l'égalité des dimensions de vos espaces vectoriels, et ben ça veut dire que F est bijective, et donc que F-1 existe. Et donc il n'y aura pas du tout à se soucier de la surjectivité dans ce cas-là, qui, le plus souvent, avouons-le, n'est pas une partie de plaisir. Et vous en faites pas, on fera évidemment des exercices qui font intervenir cette propriété. Mais le truc qu'on peut remarquer, c'est que justement, dans certains exercices, on ne parle pas simplement d'une application linéaire quelconque, on parle d'un endomorphisme. On parle d'un endomorphisme. Ça arrive très souvent que des exercices disent soit F, un endomorphisme de E tel que patati patata. Mais si F est un endomorphisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espace vectoriel de départ, c'est le même que l'espace vectoriel d'arrivée. Et ouais, c'est ça la définition d'un endomorphisme. C'est une application linéaire qui va d'un espace vectoriel dans ce même espace vectoriel. Mais comme il y a égalité entre l'espace vectoriel de départ et d'arrivée, nécessairement, il y a égalité des dimensions. Et donc ça veut dire que tout ce truc-là s'applique obligatoirement aux endomorphismes. Ça veut dire que si jamais vous vous retrouvez face à un exercice qui fait intervenir un endomorphisme et qu'on vous demande de prouver que cet endomorphisme est bijectif, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire F étant un endomorphisme, l'espace vectoriel de départ est égal à l'espace vectoriel d'arrivée. Donc, il y a égalité des dimensions, et donc ce théorème s'applique. Et donc, il n'y aura pas besoin de prouver que votre endomorphisme est bijectif, il suffira simplement de prouver qu'il est injectif, et ça suffira largement. Donc voilà, là les équivalences qui sont ici, elles fonctionnent tout le temps avec des endomorphismes. Mais la raison pour laquelle ça fonctionne avec des endomorphismes, ça n'est pas tellement que ce soit des endomorphismes, mais c'est parce que l'espace vectoriel de départ et d'arrivée ont la même dimension puisque ce sont les mêmes. Donc là, ce qu'il faut bien avoir en tête et retenir, c'est que tout ce truc-là fonctionne si et seulement si la dimension de l'espace de départ est égale à la dimension de l'espace d'arrivée. Et il se trouve qu'avec les endomorphismes, ça fonctionne merveilleusement. On verra dans la vidéo suivante qui sera dédiée au théorème du rang, que tout ce truc-là, c'est aussi équivalent au fait que le rang de f, c'est-à-dire la dimension de l'image de f, est égal à n, c'est-à-dire la dimension de e. C'est-à-dire en fait la dimension de f aussi, puisqu'il y a égalité des dimensions. Et ça, comme on va le voir, c'est inextricablement lié au fait que car de f est réduit au vecteur nul, puisque la dimension du noyau sera égale à 0. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo.